Bien, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, très heureux de vous accueillir pour cette première audition de la journée qui va nous permettre d'entendre les représentants de la direction des sports de France Télévisions. Le sport est un pilier, un marqueur de France Télévisions. Et je veux ici, au nom de la représentation nationale, remercier les salariés de la direction des sports qui ont permis aux Français de vivre des Jeux Olympiques dans un moment où notre pays est fracturé, polarisé. Les Jeux Olympiques, je crois, ont été l'occasion de retrouver une unité et mesurer que notre pays est encore capable de vibrer et de vivre des liesses populaires partagées au-delà des fractures qui peuvent nous opposer, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors même si le football, qui reste sans doute le sport le plus populaire chez nos compatriotes, se regarde plutôt sur des chaînes concurrentes, France Télévisions a une grande tradition sportive. Roland-Garros, le Tour de France, le rugby, même si nous reviendrons sur des choix qui ont été faits récemment, les Jeux Olympiques et Paralympiques, les championnats du monde ou européens d'athlétisme, sans compter les décrochages régionaux de France 3 qui permettent de suivre des championnats aux compétitions locaux. Et je voudrais insister là sur la spécificité de France Télévisions, moi qui suis comme le rapporteur et certains députés dans cette salle élus d'un territoire rural, la capacité de voir aussi, et je crois que les Français mesurent aussi l'importance en cela de France Télévisions, de pouvoir suivre des compétitions locales ou régionales. Et j'ai évoqué le succès public des Jeux Olympiques et Paralympiques. On verra si la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina, qui se dérouleront du 6 au 22 février prochain, obtiendront des succès équivalents. Pour représenter cette direction, nous recevons ce matin tout d'abord M. Laurent-Éric Lelay, directeur des sports chez France Télévisions. Vous avez débuté votre carrière chez Cara TV en 1990, avant d'entrer chez Eurosport en 1993. En 2001, vous avez été nommé directeur d'Eurosport France, puis en 2003, directeur général délégué TV et Digital. En 2006, vous devenez PDG du groupe Eurosport. Et en 2016, vous succédez à Daniel Bilalian pour devenir une grande figure des sports de France Télévisions, pour devenir directeur des sports du groupe France Télévisions. Nous accueillons également M. Pascal Golomer, dont le visage est connu des téléspectateurs, puisque vous avez été notamment envoyé spécial de France 2 aux États-Unis pendant plus de 4 ans, avant de l'être en Chine pendant près de 4 ans, là encore. Après avoir été nommé directeur de la rédaction nationale de France Télévisions, vous avez rejoint le service des sports en juin 2016 en qualité de directeur délégué chargé de l'éditorial. Enfin, nous accueillons Mme Céline Abidror-Abo. Après avoir travaillé pendant quelques années chez TF1, vous êtes entrée chez France Télévisions il y a 6 ans, où vous êtes aujourd'hui responsable des acquisitions des droits sportifs et directrice déléguée aux droits sportifs et à la prospective internationale. Je vous remercie tous les trois d'être là. Je vous propose de changer un peu l'ordre habituel et de vous laisser la parole pour une déclaration, une présentation liminaire. J'aurai 2 questions à vous poser, puis je céderai la parole aux rapporteurs et aux représentants des autres groupes politiques s'ils nous rejoignent. Mais avant de vous donner la parole, et comme nous l'imposent les textes, je vous remercie de nous déclarer chacun tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées pour une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à lever la main droite et à dire « je le jure ». Monsieur Golomer, peut-être en premier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et je vous laisse la parole pour une intervention liminaire. Monsieur, votre micro. Voilà. Et voilà, c'est bon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Au nom de la direction des sports de France Télévisions, je tiens à vous remercier de me donner la parole sur un secteur que beaucoup de Français ont le sentiment de bien connaître parce qu'ils le regardent, le suivent et le vivent à la télévision au rythme des compétitions et des grands moments collectifs. Pourtant, derrière ce plaisir partagé, les coulisses économiques, industrielles et éditoriales sont souvent bien plus complexes que ce que l'écran de télévision donne à voir. Mon parcours, vous en avez parlé, m'a conduit pendant de nombreuses années à exercer des responsabilités au sein de grands groupes privés, d'abord à la tête d'Eurosport, puis chez TF1, où j'ai dirigé pendant 15 ans les acquisitions de droits sportifs, avant de prendre la responsabilité de la régie publicitaire. J'y ai appris les contraintes très concrètes qui pèsent sur cette industrie, la réalité des arbitrages permanents entre le coût des droits, les recettes publicitaires associées, les audiences attendues, les risques financiers et les incertitudes liées aux résultats sportifs ou au parcours
d'une équipe de France. Depuis que j'ai rejoint France Télévisions, il y a aujourd'hui près de 10 ans, je suis animé par une certitude profonde qu'il existe dans le sport des enjeux que le marché seul ne peut ni assumer ni réguler, et que le service public a un rôle irremplaçable à jouer pour en garantir l'équilibre, l'accessibilité et la diversité. Cette certitude se traduit aujourd'hui par 3 convictions fortes qui structurent l'action de France Télévisions en matière de sport et qui éclaireront l'ensemble de mon propos. Ma première conviction, c'est que le sport n'est pas un contenu comme les autres. Il est un levier d'inspiration. Pour de nombreux sportifs, la vocation est née devant un écran de télévision, en regardant un aîné briller sous les couleurs de la France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Teddy Riner l'a souvent raconté. C'est en regardant David Douillet gagner à la télévision aux Jeux Olympiques, lorsqu'il était enfant, qu'est née sa vocation pour le judo. Le sport, c'est un fait social majeur. Il structure les imaginaires collectifs, il irrigue les territoires, il crée du lien, là où la société se fragmente, il rassemble là où le débat public se polarise. Le sport demeure l'un des rares moments de communion collective vécu simultanément par des millions de citoyens, quel que soit leur âge, leur origine sociale ou leurs convictions. Nombreux ont des souvenirs communs, des finales de Coupe du Monde de football où la France a participé. J'en ai connu 4. Ou alors, plus récemment, vous l'avez souligné tout à l'heure, la parenthèse enchantée que nous avons tous vécue lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et d'ailleurs, les chiffres en témoignent. En 2025, plus de 56 millions de Français ont regardé du sport sur les antennes de France Télévisions. Et d'ailleurs, le match France-Écosse, dernier match du tournoi Destination, a réuni 9,5 millions de téléspectateurs, ce qui en a fait la meilleure audience de la télévision, tout programme confondu, en 2025. Au-delà de sa dimension événementielle, le sport relève également d'un enjeu de santé publique. De nombreuses études montrent que la pratique sportive recule à l'adolescence, en particulier chez les jeunes filles. Et dans ce contexte, le rôle du service public est de donner des repères, de valoriser des modèles diversifiés et de contribuer à maintenir le lien avec la pratique sportive. Ce qui m'amène à ma deuxième conviction, c'est que sans le service public, une partie du sport français serait invisible. C'est parce que nous proposons des événements fédérateurs et rassembleurs que nous pouvons offrir une reconnaissance nationale à des compétitions moins connues. La diffusion de grands événements sportifs fédère un public très large, elle constitue un levier d'audience essentiel pour le service public audiovisuel, certes, mais ces temps forts nous permettent d'entraîner dans leur sillage des compétitions moins médiatisées et de leur offrir une visibilité et ainsi de permettre leur développement. Comment faire connaître le tournoi des 6 nations féminin sans le masculin, le Tour de France femmes sans le Tour de France hommes, les Jeux paralympiques sans les Jeux olympiques, les sports olympiques peu connus, comme à l'image de l'exemple récent du ski alpinisme, sans la diffusion prochaine des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Cette logique de complémentarité entre événements majeurs et disciplines moins exposées est au cœur de notre mission de service public. La puissance de la diffusion des uns permet la promotion et le développement des autres. France Télévisions diffuse ainsi près de 1000 à 1500 heures de sport par an sur ses antennes nationales. 1000 à 1500 parce que le chiffre varie en fonction des années olympiques et paralympiques. En région, c'est de 400 à 800 heures. Et pareil, 400 à 800 heures supplémentaires sur nos chaînes des territoires d'outre-mer. Et nous en avons plusieurs milliers d'heures sur notre plateforme France.tv. De plus, France Télévisions propose chaque jour de la semaine, à 1 heure de grande écoute, un magazine dédié au sport, Stade 2, sur France 3, à 20h. Ainsi, nos antennes donnent de la visibilité à plus de 80 disciplines différentes chaque année. Cette mission, notre cahier des charges la consacre explicitement à l'article 8 du chapitre 2, en indiquant que France Télévisions s'efforce de diffuser les grands événements du patrimoine sportif national, de garantir l'équilibre entre sport masculin et sport féminin, d'assurer la visibilité du parasport et de valoriser les compétitions locales et ultramarines. En effet, quel autre média donne à voir aujourd'hui le rugby de village comme nous le faisons avec Contre à 15 le samedi peu après 20h. Qui, en dehors du service public, consacre de l'antenne à des compétitions enracinées localement, comme le Grand Prix de Plouay en cyclisme
en Bretagne. Quel autre média met en lumière des disciplines et des athlètes d'outre-mer, qu'il s'agisse du Tour de la Martinique des Yoles, le rallye des Grands Fonds de Guadeloupe ou encore le Grand Raid de la Réunion avec sa célèbre épreuve, la Diagonale des Fous. Ces événements ne sont pas marginaux pour ceux qui les vivent. Ils sont simplement non rentables à l'échelle des grands marchés audiovisuels. Et pourtant, ils font pleinement partie du patrimoine sportif français. C'est précisément parce que le service public ne raisonne pas uniquement en termes de rentabilité ou d'audience immédiate qu'il peut leur offrir une visibilité, une narration et une reconnaissance que personne d'autre ne prend en charge. Dans tous ces cas, le rôle du service public est le même. Faire exister médiatiquement des disciplines, des compétitions et des formats que le marché seul ne rendrait pas visibles. Ma troisième conviction, enfin, c'est que les grands rendez-vous sportifs qui font partie de notre patrimoine commun ne peuvent être réservés aux seules personnes ayant les moyens de payer pour les visionner. À l'échelle mondiale, nous assistons à un mouvement très clair, la privatisation progressive de l'accès au sport, au profit d'acteurs payants globaux, technologiquement puissants, mais structurellement indifférents aux enjeux de cohésion nationale, d'aménagement du territoire ou d'égalité d'accès. Partout dans le monde, les droits sportifs basculent vers des plateformes payantes et souvent étrangères. En France, le mouvement est déjà visible. La Ligue des champions féminines est aujourd'hui diffusée sur Disney+. Certaines sessions nocturnes de Roland-Garros, j'ai dit certaines, mais toutes les sections nocturnes de Roland-Garros sont aujourd'hui proposées sur Amazon Prime Video. Une large part du football et de la Formule 1 est désormais uniquement accessible via Canal+. Aux États-Unis, cette dynamique est d'ailleurs encore plus marquée. La NBA et la NFL ont noué des accords majeurs avec Amazon Prime. La Coupe du monde féminine de football sera diffusée sur Netflix et très récemment, la F1 bascule vers Apple TV. Dans ce contexte, France Télévisions reste l'espace où le sport demeure un bien commun, accessible gratuitement. Roland-Garros, le Tour de France, les grandes compétitions internationales de rugby, les Jeux olympiques et paralympiques font partie de notre patrimoine commun. Il est de la responsabilité du service public qu'elles demeurent accessibles à tous, sans condition de revenus, d'abonnement ou d'équipement. Alors évidemment, et je débuterai ma conclusion, cette action s'inscrit... Oui, j'ai vu que... Salut votre sens du timing. Et puis j'aurais deux questions si j'ai la parole au rapporteur. Pas avoir un peu trop d'extra time, comme ils disent en foot. Alors évidemment, cette action s'inscrit dans un contexte que nous ne pouvons ignorer, qui est celui d'un effort budgétaire important demandé à l'audiovisuel public dans un cadre général de redressement des finances publiques. France Télévisions doit aujourd'hui faire autant, sinon plus, avec moins de moyens. Et vous le savez, le coût des droits sportifs augmente, les exigences techniques s'intensifient, les usages évoluent vers le numérique, mais nos ressources, elles se contractent, nous forçons à prendre certaines décisions extrêmement difficiles. Je pense notamment au match du tournoi Destination que nous avons récemment dû sous-licencier à TF1. Et croyez-moi, je ne souhaite à aucun directeur des sports d'avoir à prendre ce type de décision. Dans ce contexte, bien évidemment, chaque décision est arbitrée avec responsabilité, mais jamais au détriment de notre mission fondamentale, préserver autant que possible un accès large, simple et universel au sport pour l'ensemble des Français. Car le sport, ce n'est pas un luxe, c'est, je le répète, un facteur de cohésion, d'inspiration, de projection collective. J'ai travaillé à Eurosport puis à TF1, et je sais que France Télévisions n'est pas le seul média qui diffuse du sport. Mais croyez-moi, France Télévisions est un acteur irremplaçable de la médiatisation du sport en France. Pour un passionné de sport comme moi, avoir comme boussole la promotion et le développement du sport français est une chance immense. C'est une chance que la Direction générale de France Télévisions nous fasse confiance quand nous leur présentons nos ambitions éditoriales. Que ce soit les Jeux Olympiques de Paris, que nous avons diffusés toute la journée sur nos deux chaînes principales, prime time compris, que ce soit les Paralympiques diffusés 24 heures sur 24 en utilisant alternativement France 2 puis France 3, que ce soit la décision de diffusion des équipes de France féminines de football et de rugby sur France 2 ou France 3, que ce soit le Tour de France féminin qui est diffusé maintenant sur France 2, pour moi, ce sont autant de paris gagnés pour le sport français. Il y a encore beaucoup à faire. Malgré les contraintes financières,
je veux vous assurer que la volonté des équipes de la direction des sports est intacte. La dernière preuve, avec peu de moyens, nous lançons dans quelques jours une chaîne sportive sur la plateforme. Comme j'en ai aussi des questions, si vous revenez sur tous les sujets d'introduction. Je fais ma dernière phrase. Voilà, allez-y, je vous en prie. Pour juste vous dire, c'est vrai, nous ne faisons pas tout, mais nous ne faisons beaucoup. Être au service du sport en France est une responsabilité que nous assumons dans un esprit de service public, de transparence et de fidélité aux Français qui nous regardent. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et au-delà des convictions des uns et des autres sur le service public audiovisuel, je crois que tout le monde aura remarqué et salué votre engagement pour faire vivre le sport sur les antennes de France Télévisions. J'ai 2 questions et puis je cède la parole au rapporteur. La première, vous l'avez dit, le sport est un bien commun, un facteur de cohésion, d'unité nationale, et France Télévisions permet de le rendre accessible gratuitement à un moment où la privatisation et la plateformisation du sport se développent et privent une partie des Français de leur accès. Ma première question, vous l'avez évoqué, c'est la manière dont la direction va s'adapter à la baisse des ressources. Le sport est un pilier du service public, on pourrait dire en partie une de ses raisons d'être, parce qu'il met en lumière notamment un sport qui ne serait pas mis en avant ou invisibilisé. Et pourtant, les choix qui ont été faits vous ont conduit à renoncer à certains droits sportifs. Je vais poser une question claire, avec, si vous pouvez, une réponse courte. Est-ce que vous envisagez, est-ce qu'il y a des projets de vendre à d'autres chaînes ou à d'autres groupes, d'autres compétitions? Cette commission d'enquête, c'est aussi le lieu où on peut partager avec les Français des choix stratégiques importants pour le pays. Et est-ce que vous avez prévu d'alléger les dispositifs permettant de couvrir certains événements? Et ma deuxième question, ce sera ma dernière pour l'instant, avant de céder la parole au rapporteur. Vous avez évoqué la nouvelle chaîne numérique entièrement dédiée au sport, qui doit en principe faire ses débuts à partir du 4 février 2026 à l'occasion des JO Sport. Ce serait une chaîne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là aussi, ma question est plutôt directe. Vous avez évoqué cette période de disette financière. Comment cette chaîne va être financée et que en attendez-vous exactement? Donc, je commence par la première. Donc, pour l'exercice 2026, nous n'avons pas prévu, je vais le dire à ce stade, mais nous n'avons pas prévu de revendre d'autres droits sportifs. L'histoire du tournoi Destination, en fait, vous savez que c'est un droit qui intéresse potentiellement d'autres diffuseurs, et qu'on avait pour cette année une logique éditoriale à sous-licencier quelques matchs, parce que la plupart des matchs que nous avons sous-licenciés ont lieu pendant les Jeux Olympiques d'hiver. Donc c'était une occasion, je dirais, opportune d'expliquer à notre public qu'on allait privilégier les Jeux Olympiques et que ces matchs-là pouvaient être diffusés. Alors comme c'est très important que cette compétition, qui fait partie de la liste des événements majeurs, soit diffusée sur une chaîne en clair, nos choix de revente étaient essentiellement tournés vers les grandes chaînes en clair françaises, et c'est en l'occurrence TF1 qui s'est montré le plus intéressé. Donc aujourd'hui, à ce stade, je le répète, il n'y a pas d'autres ventes de droits sportifs qui sont prévues. Concernant les moyens, qui est votre deuxième question, nous revisitons, mais en fait, la baisse des moyens à France Télévisions, elle ne date pas de cette année, elle date depuis quelque temps, et nous revisitons, réinterrogeons l'ensemble de nos dispositifs de production que nous déployons à l'occasion des événements. Alors, comment ça se traduit concrètement? Alors, pour pas trop rentrer dans des détails, on prend souvent la décision de commenter sur place, au siège de France Télévisions, un certain nombre d'événements. L'année dernière, en fin d'année, je vous donne juste cet exemple, qui était un match de l'équipe de France féminine. Aller sur place, ça représente des sous. L'équipe, merci, de football, aller sur place, ça représente des sous. Alors, c'est pas énorme, c'était 30 ou 40 000 euros tout compris. C'est pas que le voyage, c'est les dispositifs techniques, ça coûte toujours très cher. En le faisant à France Télévisions, c'est de l'argent qu'on économise. Donc ça, c'est un ensemble de petites décisions que nous prenons tout au long de l'année pour limiter ces coûts. Un autre exemple est ce qu'on appelle, parce que la technologie devrait nous permettre petit à petit de pouvoir faire des gains de productivité.
On a fait pour la première fois pour France Télévisions l'année dernière la course de cyclisme Paris-Tours en remote. Alors je vais vous expliquer ce que c'est le remote. En fait, au lieu d'avoir notre quart de réalisation, on produit le signal de cette course, au lieu d'avoir notre quart de réalisation sur place, et donc de déployer tout un tas de personnel sur place, on fait la réalisation depuis une des régies du siège de France Télévisions. Production remote. Et on compte beaucoup d'ailleurs sur les progrès technologiques à venir pour économiser des moyens. Il y a des frais de transmission qui coûtent très très cher. Il y a des nouveaux systèmes qui se mettent en place. Aujourd'hui, c'est Starlink, demain Telsat, qui vont pouvoir nous permettre, je pense, d'être beaucoup plus efficients. Il y a aussi d'autres solutions techniques qui se mettent en place qui peuvent nous permettre d'avoir des moyens beaucoup plus légers. Donc, c'est un travail important. Alors après, il y a l'enjeu de savoir est-ce qu'on doit toujours mettre autant de caméras sur les événements qu'on diffuse. Donc ça, c'est aussi un travail parce que les événements qu'on produit, ils répondent souvent à un cahier des charges qui est demandé par celui qui nous fait confiance pour les produire. Donc c'est un travail aussi avec les organisateurs pour qu'ils nous fassent confiance qu'avec peut-être un peu moins de caméras, on peut avoir toujours un aussi beau spectacle. Donc on fait des choix et on essaye qu'ils soient, si vous me pardonnez l'expression, le moins visible pour le téléspectateur, parce qu'il nous paraît aussi important que, éditorialement, le téléspectateur voit que c'est un bel événement. Peut-être que le rapporteur reviendra sur la chaîne, on va avancer, on reviendra peut-être sur la chaîne numérique. J'imagine qu'il y aura des questions. Juste pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que je pense que ça les intéresse, on n'a pas eu le chiffre. Le budget sport de France Télévisions, j'avoue que je ne l'ai plus en tête. Et si vous avez le budget qui a été consacré aux Jeux Olympiques et Paralympiques, ce sera intéressant de mesurer l'engagement de France Télévisions pour le sport. Alors je crois qu'il n'y a qu'une information publique, c'est le budget global qui est aux alentours de 200 millions. Il varie chaque année en fonction des événements sportifs. Cette année, il est effectivement plus en retrait qu'en 2024. On n'a pas communiqué sur le budget spécifique des Jeux Olympiques, mais c'est des informations qu'on pourra vous transmettre, bien évidemment, par écrit. Très bien. Et j'indique que le secret des affaires vous permet de nous communiquer au rapporteur et à la commission ces données qui peuvent nous permettre de travailler et que c'est prévu par le règlement de cette Assemblée nationale, de cette commission d'enquête. Monsieur le rapporteur, et vous permettrez de revenir sur la chaîne numérique si le rapporteur ne vous pose pas de questions, mais je vous laisse la parole maintenant. Votre micro, monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Directeur, merci, Madame, merci, Monsieur, de votre présence aujourd'hui. Le sport, effectivement, c'est un sujet qui est important chez France Télévisions. C'est l'un des piliers, comme l'a rappelé le Président, je pense, de l'offre de service public de l'audiovisuel auquel les Français sont attachés. Parce qu'effectivement, c'est l'un des moments aussi où on peut un peu faire communion au-delà de toutes nos différences. Pour rebondir sur une question du Président, est-ce que vous pourriez nous donner l'évolution du montant global alloué au sport sur, allez, peut-être les 5 dernières années ou un peu plus, pour constater notamment s'il y a déjà eu des premières pistes d'économie qui ont touché le sport sur les dernières années? Alors je vous donne le montant global qui est public. On remonte à combien? À 2021? Si je fais 5? Bah, je vous montre. Vous savez quoi? J'ai les chiffres depuis 2017, donc je vous fais la totale. Hein, comme ça, vous voyez. C'est intéressant parce que ça permet de voir. Donc en 2017, c'est 202 millions. Ça aussi autour de 200 millions. Hein. Donc en 2018, 198. En 2019, 192. En 2020, 177. Année du Covid, donc forcément c'est moins. On est remonté en 2021 à 200 millions. Il y avait notamment les Jeux Olympiques de Tokyo. 2022, un peu plus, 205 millions. Même montant en 2023. En 2024, le montant est monté à 227 millions d'euros, Jeux Olympiques de Paris. Et en 2025, il est redescendu à 189 millions d'euros. Et pour 2026, il est prévu, mais encore en baisse, à 183 millions d'euros. Voilà. Donc c'est un montant que vous voyez quand même assez stable. Ah oui. Et en mécanique.
Je vous remercie pour votre réponse. J'ai cru voir en tout cas un certain nombre d'interrogations sur le coût des finales des Jeux Olympiques, ce qu'il avait pu aussi rapporter. Je crois que la direction de France Télévisions indique que c'est un événement qui a été rentable pour France Télévisions. Bon, c'est une vision qui est assez contestée par quelques spécialistes. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner le montant du coût net ou déjà du coût brut de ces Jeux Olympiques, s'il vous plaît? Je ne suis pas la direction financière de France Télévisions, donc je ne pourrais pas vous donner une réponse assez précise, mais j'ai essayé de vous donner l'éclairage suivant. L'événement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris est un événement qui est allé au-delà du sport. Moi, j'aime souvent à dire qu'il y a des événements sportifs qui sortent de la sphère sportive, donc des passionnés de sport, pour entrer dans la sphère sociale, c'est-à-dire qui est capable d'intéresser des gens qui sont a priori pas forcément passionnés par le sport. On l'a vu à l'occasion des Jeux Olympiques, on le voit souvent, Coupe du Monde de football ou de rugby. Nous, on l'a traité dès le départ comme un événement national qui devait être une préoccupation de la quasi-totalité des départements de France Télévisions. Je dis la quasi parce que forcément tous n'étaient pas obligatoirement concernés. Donc en fait, cet événement, on l'a fait vivre de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement diffusé l'événement, mais on a diffusé en avance de phase de l'événement tout un tas de programmes. Il y a eu des documentaires qui ont été faits. C'est pas France Télévisions qui font c'est pas les sports qui font les documentaires. Il y a un département spécifique pour faire ça qui s'est saisi du sujet et qui a sorti beaucoup de documentaires. Il y a une émission quotidienne qui a été produite, qui s'appelle Au cœur des Jeux, aux Jeux citoyens, pardon, merci beaucoup, qui était pas de la responsabilité de la direction des sports. Il y a des opérations sur le numérique qui sont mises en place. Notamment, vous savez qu'on a suivi en direct, c'était une première dans le monde, on est assez fiers, le parcours de la flamme. Qu'on a diffusé sur le numérique. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que ce sont autant d'opportunités, de recettes publicitaires, parce qu'on peut commercialiser auprès d'annonceurs un ensemble de dispositifs. Puis après, il y a eu les recettes qui ont été faites spécifiquement sur les Jeux et sur les Jeux paralympiques. Donc, sans dévoiler de chiffres qui ne sont pas de mon ressort et de ma responsabilité, je crois qu'il y a eu un niveau de recettes publicitaires spécifiques lié au jeu qui est considérable. Beaucoup de chaînes de télévision, j'ai travaillé avant à TF1, ça fait 30 ans que j'achète des droits sportifs, et la question de la rentabilité des droits qui est acquis par un groupe public ou privé est permanente. On fait toujours des estimations. On doit d'ailleurs faire toujours, pas des paris, mais on se dit jusqu'où va aller l'équipe de France. Parce qu'une équipe de France qui se fait éliminer tôt dans une compétition, c'est pas pareil qu'une équipe de France qui va jusqu'en finale. Donc généralement, on prend quart de finale ou demi-finale en fonction de ce qu'on estime être la valeur de l'équipe de France. Ce qui est intéressant, c'est qu'on développe toujours des recettes directes, mais on peut aussi développer des recettes indirectes. C'est-à-dire qu'on peut vendre des packages publicitaires et positionner de la publicité sur d'autres événements. C'est-à-dire qu'on peut mieux vendre également d'autres événements sportifs parce qu'on a un événement puissant et un événement majeur. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire votre propos, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Je vous remercie pour votre réponse. J'en prends bonne note et il y a des éléments très intéressants que vous nous avez fournis. Simplement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce coût brut et de ce coût net des Jeux Olympiques? Et notamment, vous avez parlé donc de bénéfices publicitaires énormes suite à cet événement. Est-ce que vous auriez une estimation? Est-ce que vous auriez aussi une estimation du coût total de cet événement? Bon, c'est des chiffres qui... Pour que le rapporteur ait sa réponse, c'est-à-dire, je pense, coût net, je pense que la question, c'est est-ce que ça a rapporté de l'argent à France Télévisions? Est-ce qu'ils en ont... Voilà, le rapporteur observe sa réponse. Et juste une question, si vous ne communiquez pas les chiffres précisément parce que c'est le secret des affaires, est-ce que les droits sportifs, c'est-à-dire ce que vous avez payé pour les Jeux Olympiques, c'est effectivement un secret des affaires, ou quand vous achetez les droits sportifs, est-ce que les chaînes concurrentes en ont connaissance ou pas? C'est juste pour comprendre pourquoi vous ne communiquez pas le chiffre. Je voudrais juste... Non, c'est un secret des affaires. C'est un vrai secret des affaires, et les chiffres sont des secrets des affaires, même les recettes publicitaires. Donc, je ne vais pas vous donner de chiffres
précis. Je vais voir si on peut vous les communiquer par écrit, comme ça vous serez effectivement éclairé. Mais c'est vrai que c'est un secret des affaires parce que on n'a pas tellement envie de savoir combien le concurrent, combien on a mis par rapport à notre concurrent pour un prochain appel d'offres, et on n'a pas envie que notre concurrent sache combien de recettes publicitaires on a générées par rapport à un événement. Donc c'est vrai que ça fait partie du secret des affaires. La procédure, si ça vous intéresse, que je passe 1 ou 2 minutes pour vous expliquer comment on achète des droits. Voilà. En fait, c'est des procédures, c'est des process qui sont très encadrés. Alors ça dépend des événements. Mais globalement, il y a des appels d'offres qui sont, alors plus l'événement important, plus l'appel d'offres est, on va dire, est gros, où vous avez un vendeur de droits qui arrive avec sa compétition, qu'il décrit dans le détail. Il peut d'ailleurs en faire plusieurs lots. Hein, on a vu sur la Ligue 1 de football, ils peuvent en faire plusieurs lots. Et ils demandent aux diffuseurs qui sont intéressés de leur faire une proposition, une date précise. Et dans cette proposition, on explique qu'est-ce que éditorialement on veut faire de la compétition, comment on veut la promouvoir, comment on veut la marketer, et bien évidemment, quel prix on souhaite proposer. À partir de là, celui qui a organisé l'appel d'offres, à la date fatidique, il reçoit plusieurs offres. Alors, il a généralement 3 possibilités. Soit il n'a pas assez d'offres, il n'est pas content et il peut déclarer l'appel d'offres infructueux et s'organise à ce moment-là des négociations de gré à gré, ce qui se passe pour nous en ce moment, par exemple, avec la Coupe de France de football. Soit il a une offre très forte tout de suite et il peut attribuer les droits, ce que M6 a réussi à faire l'année dernière avec la Coupe du Monde de football 2026. C'était pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Soit il a des offres assez proches et il se dit, je vais organiser un second tour. Et là, rebelote, on part pour une semaine de réflexion et on fait... voilà. Donc, ce qui fait que parfois, il y a une forme de processus qui peut s'apparenter à des enchères. Donc voilà. Alors évidemment, c'est forcément quelque chose de très secret. Et quand il organise un second tour, l'organisateur, il nous donne jamais le prix du concurrent. Hein, on sait simplement que c'est proche. Bon. Donc ça fait partie du jeu difficile de la négociation des achats de droits sportifs. Voilà. Process interne validé par le conseil d'administration aussi. Pardon ? On vous donnera les informations. Oui, Céline qui s'occupe des droits auprès de moi, Céline Abisror, me rappelle de vous dire que tous les montants que nous soumissionnons sont bien évidemment validés par un processus interne qui, pour les montants les plus importants, vont jusqu'à l'autorisation donnée par le conseil d'administration de France Télévisions. Et c'est un processus que j'ai connu aussi dans le groupe TF1 et je crois qu'il existe un petit peu partout. Merci, monsieur le directeur, pour votre réponse. Je pense que vous l'avez dit, et on peut être nombreux à déplorer que sur les pistes d'économie envisagées par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, le sport figure parmi les pistes citées. On a appris récemment qu'il y avait un certain nombre de matchs du tournoi Destination, vous l'avez rappelé, qui étaient maintenant accordés sous licence à la TF1. Il y a eu des matchs importants de Roland-Garros, les matchs du soir notamment, qui maintenant sont diffusés de façon payante sur Amazon Prime. Roland-Garros a été l'un des piliers du sport sur France Télévisions. Vous avez dit, Roland-Garros fait partie de notre patrimoine commun. C'est notre honneur qu'il soit accessible à tous. Bon, force est de constater que depuis ces dernières années, malheureusement, le service public de l'audiovisuel ne peut plus honorer ou n'a plus fait le choix d'honorer cette mission qui me semble être une mission importante. Je voudrais vous entendre peut-être plus sur votre direction des sports. Est-ce que vous avez en tête des pistes d'économie pertinentes qui permettraient néanmoins de ne pas rogner sur la diffusion de ces grands événements sportifs? Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques-unes de ces pistes, s'il vous plaît? Oui, alors c'est 2 exemples différents. Le tournoi Destination, on a effectivement acquis ces droits et on les a revendus, tandis que les Night Sessions de Roland-Garros, elles ont été cédées directement à Amazon Prime par la Fédération française de tennis, dans le cadre là aussi d'un appel d'offres où il y avait des lots bien séparés. C'est malheureux pour nous. Alors,
j'ai envie de dire, c'est Night Session, c'est une nouveauté dans l'organisation du tournoi. C'est du tennis en prime time. Et c'est vrai que pour France Télévisions, c'était assez difficile d'aller mettre un montant significatif d'argent, en tout cas capable de concurrencer ce qu'on imagine ce qu'a mis Amazon, mais ce qu'on ne sait pas. Parce qu'on n'avait tout simplement pas le budget. Tout simplement pas le budget. Et c'est vrai que moi, je trouve ça dommage, parce qu'il y a des beaux matchs en night session. Hein. Il y a eu même un débat assez fort sur un des matchs de night session il y a quelques années. Donc c'est dommage. Alors, pour le futur, nous, on va tout faire pour garder les droits. Nous, notre priorité, ce qui nous est un peu dicté d'ailleurs par notre cahier des charges, on n'est pas dans la surenchère. On n'est pas allé dans la surenchère pour aller prendre des droits ou des grandes compétitions qui ne sont pas diffusées par France Télévisions. On ne va pas surenchérir pour avoir la Coupe du Monde de football ou l'Euro du football. On ne serait pas crédible, on n'a pas les moyens. Bon, puis c'est pas notre politique. Par contre, on veut essayer de garder les droits que nous avons. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Vous avez cité les Jeux Olympiques, les 6 nations, Roland Garros, etc., etc. J'espère sincèrement, appel d'offres après appel d'offres, qu'on arrivera à trouver, avec en particulier les organisateurs de ces événements, les conditions d'une collaboration qui puisse se poursuivre. L'avantage qu'on a, c'est que même si on n'est peut-être pas, je dirais, le meilleur parti, si vous me permettez l'expression, d'un point de vue financier, dans le paysage audiovisuel français, en termes d'exposition, je crois que France Télévisions a beaucoup d'arguments à faire valoir. La force de France Télévisions, si on reprend l'exemple de Roland Garros, c'est de démarrer la diffusion du tournoi dès 11h le premier jour. On ne fait pas les night sessions, mais on en fait toute la journée sur France 2, sur France 3 et parfois sur France 4. Et ce qu'on fait aussi, c'est que d'ailleurs, on l'a fait sur le Tour de France et sur Roland Garros, on essaye, sur la base d'un accord qu'on a, d'en augmenter la valeur pour nous et pour l'organisateur. L'exemple de Roland Garros, c'est qu'on se met à diffuser depuis l'année dernière ce qu'on appelle en bon français la Opening Week, c'est-à-dire, vous savez, la semaine de qualification. Et on commence à diffuser des matchs sur France 4, on en diffusait un par jour, sauf le mercredi l'année dernière, parce que c'est la journée des enfants, mais cette année, on va pouvoir en faire un peu plus qu'un par jour. Et là, on crée, je pense, un peu plus de valeur à la fois pour France Télévisions, puisque c'est un programme supplémentaire qui génère des audiences, qui est inclus dans le contrat, donc il n'a pas de coût supplémentaire, à part le coût de commentaire, mais on les diffusait déjà sur le numérique. Mais bref, on le met plus en avant. Et bien entendu, pour le tournoi de Roland-Garros, qui voit un petit peu plus d'exposition. Tout ça pour vous dire que être capable de générer de l'audience sur un événement sportif, ça a énormément de valeur pour un organisateur d'événements qui, grâce à ça, peut augmenter sa notoriété, peut vendre plus cher. Ces packages de sponsoring, vous savez, tous les sponsors que vous voyez autour d'une compétition et qui, parce que la plupart ce sont des fédérations, peut aussi compter là-dessus pour dynamiser la pratique, avoir de plus en plus de licenciés, etc., etc. Donc cet argument de la visibilité de France Télévisions et d'une visibilité très forte, très importante, peut-être plus importante pour une chaîne de service public que pour une chaîne du secteur privé, reste un argument extrêmement fort et je compte beaucoup dessus pour pouvoir continuer à garder nos grands droits sportifs. C'est en tout cas ce qu'on a réussi à faire depuis que je suis arrivé, depuis près de 9 ans. Alors évidemment, si à un moment donné on n'a plus d'argent, on pourra plus trop, il y a beaucoup de droits qu'on ne pourra plus diffuser. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais réussir à avoir pour gratuit le Tour de France ou Roland-Garros. Mais c'est une juste balance. C'est un petit sport auquel on s'habitue. Je vous remercie pour votre réponse. Et sur les pistes d'économie très concrètes qui seraient suffisamment significatives pour vous permettre d'assumer sur le temps long la diffusion de ces grandes compétitions, pour bien nous éclairer, en priorité, vous verriez lesquelles? Après, c'est les arbitrages, j'ai envie de dire, de ma direction générale.
C'est-à-dire savoir est-ce qu'on va plutôt, je ne sais pas, après je sais qu'il y a plein de missions aussi à France Télévisions, donc il y a toujours des arbitrages internes. Sur le sport, je vais pas, c'est un peu difficile de vous dire j'ai privilégié telle compétition par rapport à telle autre, ce serait pas sympa. Mais c'est vrai que maintenant, quand on est en place, quand on est en phase, excusez-moi, de rediscussion, de renégociation de contrats, on se heurte à certaines difficultés. Celle du moment, c'est la Coupe de France. On a fait une proposition dans le cadre d'un appel d'offres pour la Coupe de France, qui d'ailleurs n'était pas validée par le conseil d'administration parce qu'on n'a pas eu la possibilité, dans le contexte actuel, de réunir le conseil d'administration, mais on tenait quand même à faire une proposition qui était en baisse par rapport au contrat précédent, qui bien évidemment n'a pas été accepté par la Fédération française de football, et on se retrouve aujourd'hui en discussion pour voir comment on peut continuer notre partenariat, sachant que nous, à France Télévisions, on a clairement moins de budget qu'avant pour pouvoir financer ce droit. Donc c'est aussi dans les mains de la Fédération française de football de faire ses propres arbitrages. Donc ça va être plus dur qu'avant. Ça va être plus dur qu'avant. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous pourriez nous dire, sur les dernières années, quelles sont les compétitions sportives qui ont eu le moins d'audience, qui ont été des déceptions pour vous en termes d'audience? C'est pas sympa. Pas sympa pour celle. Non, mais moi je préfère parler des succès. Hein. C'est sûr qu'il y a des sports qui sont plus populaires que d'autres. Moi, quand il n'y a pas d'audience, je préfère parler de sport en développement. Vous voyez, ça veut dire que... Parce que c'est vrai que le sport, il ne se crée pas en un jour. Aujourd'hui, on rêve tous des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde de football, qui arrive dans quelques mois. Mais ces sports, ils ont 120, 130 ans. C'est aussi un peu des enfants de la télévision. C'est-à-dire qu'ils sont devenus extrêmement populaires parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, la télévision s'est développée et a rendu accessibles toutes ces compétitions. Mais elles n'ont pas été créées en un jour. Donc quand on voit... nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye de rendre très visible un certain nombre de compétitions en développement. Alors, je parle beaucoup du sport féminin. Le tournoi des 6 nations féminins avec les matchs de l'équipe de France, traditionnellement, ces matchs-là étaient diffusés sur la chaîne France 4. C'est une bonne visibilité, mais la chaîne France 4 est moins puissante en théorie que la chaîne France 2 et France 3. Et le tournoi a décidé que les matchs féminins allaient être décorrélés des matchs masculins. C'est-à-dire qu'ils allaient organiser 2 tournois séparés. Et donc, nous, on s'est dit, à ce moment-là, on va prendre un pari. C'est qu'au lieu de les diffuser sur France 4, on va les diffuser sur France 2. Et on va faire un pari de création d'audience. Donc petit à petit, l'audience a commencé à grandir à tel point que maintenant, même nos concurrents privés s'intéressent à l'équipe de rugby féminine et ont acheté, par exemple, les Coupes du Monde de rugby féminine qu'on a diffusées un petit peu l'année dernière aussi. Donc on a un peu ce rôle précurseur. Après, parce que je veux pas... j'ai pas envie de citer un exemple qui fait pas beaucoup d'audience. Je trouve que ce serait pas sympa pour le sport, mais c'est vrai qu'il y a des sports qui sont plus confidentiels que d'autres. Tiens, je vais vous donner un exemple parce que parfois c'est contre-intuitif. Il y a un sport qu'on pense très populaire et sur lequel on a toujours un peu de mal à faire de l'audience, qui est le basket. Moi, j'aime beaucoup le basket. On essaye justement depuis de nombreuses années de faire un partenariat avec la Fédération française de basket. Il y a toujours un truc qui fait que ça ne se fait pas. Alors, ils ne sont pas maltraités. Hein, ils sont allés avec TF1 pour les Euros et les Coupes du Monde. Bon, très bien. Mais c'est vrai que le basket, c'est très puissant aux États-Unis avec la NBA, dont on parle tout le temps, mais qui ne fait pas forcément beaucoup d'audience parce que c'est essentiellement la nuit. Et puis... les matchs des Coupes du Monde, des Euros, on a du mal à les faire décoller parce que, vous savez, les grands joueurs français de la NBA, ils ne sont pas toujours libérés pour jouer ces matchs-là, les matchs amicaux pareil. Donc on se retrouve avec ce sport-là qui a tout pour décoller, mais que pour l'instant, on a un peu de mal à faire décoller. Sauf en région. On en fait beaucoup en région, on en fait plein en région, on fait plein de matchs de rugby en région. Ça, c'est la force de France Télévisions, c'est qu'on va aussi s'intéresser à des matchs de Pro B, oui, bien sûr. Voilà. Monsieur le rapporteur, encore 2 questions. Je donne la parole à Monsieur Saint-Toul ensuite. Et j'aurai
une petite question après. Allez-y. Je vous remercie pour votre réponse. Pour nous éclairer aussi, donc, le budget dédié au sport, vous nous l'avez dit, sur les dernières années, est à peu près autour de 200 millions d'euros par an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils se décomposent? Quelles sont les grandes compétitions? On imagine bien, ça peut être par exemple le Tour de France, le Roland-Garros, doivent être parmi les budgets les plus importants dans ces 200 millions. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu un éclairage sur cette décomposition pour qu'on y voit un peu plus clair, s'il vous plaît? Monsieur le directeur, parce qu'on ne l'a pas dit encore à ce stade pour celles et ceux qui nous écoutent, que vos missions, ce qui permet ça permet juste de donner un éclairage avant votre présentation, que l'État fixe à France Télévisions un cahier, un contrat d'objectifs et de moyens qu'examine la représentation nationale, et que dans ce contrat d'objectifs et moyens, on vous demande de couvrir un ensemble de disciplines. Je le dis parce que c'est important que les Français sachent que vous n'avez pas l'ensemble des décisions à votre main, puisque l'État vous fixe des objectifs et que la représentation nationale, y compris donc l'Assemblée nationale, qui est une des deux composantes de notre Parlement, examine ces contrats d'objectifs et moyens et demande, pour le dire plus clairement, le politique, à France Télévisions de couvrir un large éventail de disciplines. Et ensuite, vous avez des choix à faire, ce qui va vous permettre de répondre à la question du rapporteur sur la ventilation de votre budget. Alors, je ne vous répondrai pas en détail publiquement. J'essaierai de vous transmettre, si cela est possible, les informations par écrit, monsieur le rapporteur, monsieur le président. Pour vous donner une idée, plus l'événement est important, plus il est cher. Donc c'est vrai que nos budgets, ils sont quand même plus tournés vers les Jeux Olympiques, vers le tournoi Destination, c'est pas dans l'ordre, hein, vers Roland-Garros, vers le Tour de France, bien évidemment. On diffuse tout un tas d'autres événements qui coûtent moins cher, mais qui ont aussi une forte popularité. Il y a la Coupe de France, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi ponctuellement la finale du Top 14, qu'on est très très fiers de diffuser. Il y a les Coupes d'Europe de rugby. Donc, il y a un portefeuille, je dirais, très large. Nous, on a une ligne éditoriale qui est en fait assez bien définie autour de ces trois piliers, rugby, tennis et cyclisme avec le Tour de France, et Jeux Olympiques, qui s'additionnent à ces trois piliers. Et on construit autour. C'est-à-dire quand on fait le Tour de France, et d'ailleurs dans notre partenariat avec la société organisatrice du Tour de France, on met en avant d'autres disciplines, on met en avant d'autres courses, dont le célèbre Paris-Roubaix ou la course Paris-Nice, par exemple. On n'a pas co-créé parce que c'est eux qui l'ont mis en place, mais je pense qu'on a aidé à créer beaucoup de valeur sur le Tour de France féminin. Ce qui me fait dire, c'est que d'une certaine manière, dans le contrat au départ, on avait 21 jours de Tour de France, et bien maintenant, pour le même prix, on en a 30. C'est-à-dire qu'on en a 50% plus. Parce que le Tour de France féminin, et quand on regarde encore les audiences de l'année dernière, parce que les femmes arrivent à faire ce que les hommes ne font pas, c'est-à-dire qu'on a une Française qui a gagné le Tour de France, alors qu'on attend toujours un successeur à Bernard Hinault, c'est une petite pique. Mais pour souligner la performance de Pauline Ferrand-Prévot, qui gagne le Tour de France féminin et qui passionne les Français. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et ça, c'est une création de valeur pure pour nous, parce qu'on a, entre guillemets, excusez-moi du terme, gratuitement, enfin en tout cas dans le contrat, 9 jours supplémentaires de Tour de France, et bien entendu pour la société qui l'organise. Voilà. Donc pareil pour donc on construit autour de ça, du rugby. J'ai parlé des coupes d'Europe de rugby, du tennis. On essaye de faire vivre le tennis auprès du grand public en dehors de Roland-Garros. C'est pas quelque chose qui est toujours simple, mais on essaye, et notamment on retransmet un tournoi de tennis féminin qui a lieu à Strasbourg juste avant Roland-Garros, et le tournoi qui a lieu maintenant masculin, qui a lieu, le Master 1000 qui a lieu à la U Arena. On fait pareil sur les Jeux Olympiques. Alors sur les Jeux Olympiques, le champ est beaucoup plus large parce qu'il y a plein de disciplines olympiques, mais nous, ça nous permet de mettre en avant de l'escalade, de mettre en avant de l'escrime. Là, on a mis en avant, j'en ai parlé, du ski alpinisme. Puis il y a les Paralympiques qu'on essaye aussi de fortement développer, qui font un peu moins d'audience aujourd'hui que les Jeux Olympiques, mais qui ont un potentiel énorme. Et ça, nous, on essaie de le faire vivre. Par exemple, on est très fiers. C'est pas forcément toujours une question d'argent, mais on ne le sait pas trop, mais la Fédération française d'handisport va organiser cet été l'Euro de cécifoot. Vous vous rappelez le cécifoot pendant les Paralympiques, avec, au pied de la Tour Eiffel, la finale France-Argentine, entre guillemets, la petite revanche de la Coupe du Monde
de foot au Qatar de 2022, où la France réussit à remporter la médaille d'or. C'était la meilleure audience hors cérémonie des Paralympiques. Eh ben, on a envie de savoir un peu ce qui est devenu cette équipe de France de ces 6 foot. Ils organisent un Euro qui aura lieu en France. On va diffuser les matchs des équipes de France. Dernière question du rapporteur, puis je donne la parole à Monsieur Saint-Toul. Votre micro. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, une question assez simple. Quels sont les indicateurs clés que vous analysez pour suivre la pertinence d'investissement, notamment dans certaines compétitions? Et est-ce que vous pouvez nous donner à peu près une idée du coût, alors je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas un indicateur clé, mais du coup pour 1000 téléspectateurs ou pour le nombre de téléspectateurs classiques d'études, entre la retransmission d'un événement sportif et par exemple un jeu sur France Télévisions, par exemple une fiction. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une comparaison du coup pour 1000 téléspectateurs entre ces différents types de programmes pour qu'on se rende compte un peu plus de la pertinence de ces investissements? Ah, c'est une très bonne question. Alors, je peux pas vous répondre parce que je ne connais pas le coût des jeux. Moi, je suis dans mon couloir, le sport, donc je ne connais pas le coût des jeux, pas le coût des fictions. Donc, je peux pas vous répondre précisément. Maintenant, ce calcul serait intéressant. Alors, il faudra, si on le fait, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Il y a la manière c'est-à-dire vous divisez le coût par le nombre d'heures multiplié par l'audience, en gros, hein, pour faire simple, pour faire la mathématique simple de ce que vous exprimez, et ce qui permet d'avoir un coût aux 1000 téléspectateurs, mais qu'il faut pondérer par la durée. Après, il faut aussi faire quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est que, pour faire simple, un programme qui fait 10 millions de téléspectateurs a plus de valeur que 10 programmes qui font 1 million de téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont rares. C'est très rare un programme qui fait 10 millions de téléspectateurs. C'est pour ça que ces programmes, généralement, valent plus cher. Et d'ailleurs, pour un annonceur, placer un écran publicitaire sur un programme qui fait 10 millions de téléspectateurs vaut plus cher que placer, j'ai dit un programme, mais c'est un spot de publicité, sur 10 programmes qui font 1 million de téléspectateurs, parce que 1 million de téléspectateurs, c'est très fréquent, c'est très courant en télévision, donc vous avez une offre pléthorique. Donc, dans ce calcul, il faut aussi intégrer le fait que plus l'audience est forte, plus, entre guillemets, la valeur est forte. Le coût marginal du point d'audience est en hausse. Alors, je peux pas vous répondre à ça. En plus, il y a une petite spécificité, c'est que la valeur d'un droit sportif n'existe que sur le direct. C'est-à-dire que vous pouvez faire des audiences colossales sur le direct, mais quand l'événement est terminé, la valeur, elle chute brutalement. Parce que la rediffusion, ça ne supporte pas la rediffusion. Alors, vous pouvez de temps en temps rediffuser quelques très grands événements. Mais globalement, l'audience, elle est dans le direct. Une fois que vous connaissez le résultat, c'est moins passionnant, les gens regardent moins. Ce qui n'est pas vrai dans le cas de la fiction. Une bonne fiction peut être diffusée 1, 2, 3, 4 fois. Les films de cinéma, je pense qu'on est nombreux à avoir regardé des classiques du cinéma français plusieurs fois à la télévision. Donc c'est aussi une spécificité du sport. Merci d'avoir éclairé notre compréhension. On va donner la parole à M. Saint-Toul. Peut-être une question pour Mme Abissror rapide. On évalue en gros les droits sportifs audiovisuels en France, la valeur de ces droits sportifs audiovisuels entre 1,5 milliard, enfin environ 1,5 milliard, 1,6 milliard. France Télévisions semble, là encore, je vais vous faire révéler les secrets des affaires, mais ça représente quoi dans ces droits sportifs français audiovisuels, dans ce 1,5 milliard? Alors on a votre budget, mais vous êtes un acteur important, très important des droits sportifs audiovisuels. Et pour compléter peut-être la question du rapporteur, la prolonger, est-ce qu'il y a quand même un plancher financier en dessous duquel France Télévisions ne pourra pas assumer sa mission de service public que lui demande l'État, c'est-à-dire couvrir les grands événements sportifs nationaux et mettre en lumière les disciplines moins connues et les compétitions régionales? Je ne vous demande pas un chiffre, mais enfin, si, en l'occurrence, je vous demande un chiffre. Est-ce qu'à 150 millions, vous nous dites, par exemple, on ne peut plus assurer notre mission de service public? Enfin, est-ce qu'il y a quand même un plancher? J'imagine que dans vos échanges avec la direction, vous leur envoyez des alertes pour leur dire, attention, compte tenu de l'inflation des droits sportifs, à ce niveau de budget, je ne pourrais plus assurer mes missions de service public. Alors, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, les montants des droits sont soumis au secret des affaires et malheureusement, je ne peux rien vous révéler ici.
Si vous en faites la demande, on vous communiquera les chiffres exacts. Ce que je peux vous dire après, c'est des discussions évidemment qui s'opèrent avec notre direction générale sur le montant des droits sportifs. Nous, on est là à la direction des sports pour, on va dire, se battre et donner tous les arguments pour pouvoir conserver notre catalogue. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire avec Laurent-Éric avant moi en arrivant pour maintenir notre catalogue depuis qu'on est arrivé, alors que les budgets sont tout le temps en baisse, chaque année. Tu veux compléter, Laurent? Je vais de compléter. Alors, vous parliez d'1,5 milliard. Nous, on est quelques pourcents, quelques pourcents, avec le chiffre que je vois dans la presse. Je ne sais pas s'il est vrai. Par exemple, de ce que Canal paye la Ligue des Champions, qui est une compétition extraordinaire. Je ne conteste pas la valeur de ce contrat, mais nous, ça peut nous faire vivre plusieurs années. Donc, on est sur des montants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir parfois. On n'a pas le temps, mais je pourrais vous expliquer la manière que les chaînes payantes peuvent valoriser un droit par rapport aux chaînes gratuites. C'est assez intéressant et vous comprendrez pourquoi les chaînes payantes peuvent parfois mettre beaucoup d'argent. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est que si on n'a plus d'argent pour financer ces droits-là, d'autres, on se retrouve confronté à quoi? On ne peut plus faire nos missions de service public. Ces événements, ils ne vont pas aller tous, ou forcément, chez des concurrents en clair, TF1 ou M6. Vous prenez l'exemple de Roland-Garros. Roland-Garros, aujourd'hui, c'est Prime le concurrent. Aux États-Unis, le tournoi de l'US Open, il est diffusé par une chaîne payante. Donc, si nous, on n'a plus les moyens de pouvoir payer ces droits-là, le risque que je crains, c'est que ce tournoi devienne accessible en payant. Alors après, une chaîne française ou une chaîne ou une plateforme américaine, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce qui peut arriver. Donc moi, c'est ça ma crainte, c'est que petit à petit, tous ces événements deviennent payants. C'est pour ça que comme nous votons ici le budget de l'audiovisuel public, c'est important quand même. L'idée n'est pas de vous mettre en difficulté avec votre direction, on a besoin de savoir, nous ici, au moment où on vote, et notamment où on s'interroge sur les missions de l'audiovisuel public, d'avoir quand même au moins une fourchette où vous nous dites attention, en dessous de ce plancher, je ne peux pas assurer une mission de service public. Par exemple, est-ce que si votre budget baisse encore, on est aujourd'hui, donc le rapporteur vous a interrogé tout à l'heure, je crois que c'est 183 millions pour 2026, si ça baisse encore, vous êtes capable d'assurer votre mission de service public? C'est un peu binaire comme question, mais je voudrais avoir quand même une réponse là-dessus. La réponse est dans la question. Peut-être. Si vous baissez, okay, on ne pourra plus y arriver. Donc, je vous ai donné un peu ce chiffre de 200 millions. Surtout, ne descendons pas en dessous. Alors, je ne veux pas dire ça. Je dis en moyenne, sur les 10 dernières années. Voilà. Ce que j'ai voulu montrer à travers ce chiffre-là, c'est qu'on est, malgré l'inflation, on essaie de conserver des moyens stables. Je ne pense pas que ça soit le rôle du service public d'aller surenchérir sur des droits. On fait très attention à ça. Mais il y a un moment donné, il faut quand même qu'on ait un minimum de moyens. L'argent qu'on paie, il va généralement à des fédérations. Oui, bien sûr. Voilà, fédération de rugby, fédération de tennis, etc. etc. Merci. Et alors j'insiste aussi, si vous me laissez encore un quart de seconde, j'insiste, pardon monsieur le député, j'insiste aussi sur le fait que souvent on dit France Télévisions, ils ont qu'à faire ce qu'on appelle les sports en développement. Et moi je dis attention, parce qu'on ne fera pas bien on n'arrivera pas à bien développer des petits sports si on ne peut pas diffuser les grands sports associés. Ça ne marche pas comme ça. Merci en tout cas de votre franchise. Donc on a bien noté que le chiffre de 200 millions était important pour que vous puissiez assurer votre mission de service public dans le sport. Monsieur Saint-Toul, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci beaucoup, parce que cette conversation montre en réalité la situation du service public en général. Le sport est un très bon révélateur de l'ensemble du système économique et médiatique. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit d'une certaine façon, c'est que vous êtes dans une injonction, ou vous êtes soumis à une injonction qui est de faire autant, voire mieux avec moins. Et évidemment, chacun comprend que ce n'est pas vraiment possible. Deuxièmement, vous êtes placé dans une situation d'injonction ou de double injonction, qui est d'être compétitif sur un marché qui est ouvert, et en même temps de satisfaire des besoins d'intérêt général. Et c'est bien normal.
et notamment la représentation nationale, même si aujourd'hui, depuis quelques années, on ne vote plus de budget, que le COM n'est pas non plus adopté. Néanmoins, vous avez quand même certains impératifs et des arbitrages à faire pour promouvoir, comme vous l'avez dit, des sports en développement. Ce serait un problème si en France on ne pouvait jamais voir d'escrime, si on ne pouvait jamais voir d'escalade. Vous avez indiqué ces pratiques qui sont si importantes et en réalité très populaires, qui suscitent beaucoup d'intérêt rapidement. Ce serait un problème si vous ne diffusiez pas du sport féminin, parce que évidemment vous avez une responsabilité qui est de promouvoir l'égalité entre les sexes dans ce pays. C'est une conviction qui est partagée. Et là, on rejoint le débat sur la question de la neutralité du service public. Ce n'est pas neutre. Vous faites un choix, et nous vous incitons, nous vous ordonnons même de faire ce choix de promouvoir l'égalité des sexes, et c'est une très bonne chose. Donc, vous êtes pris dans cette difficulté face à des acteurs qui sont eux sans limite quasiment, sans limite de cash, mais sans limite de régulation. Or, l'État, lui, est régulateur. Alors, c'est long préalable. Parmi les régulations possibles, il y a le classement de certains événements en grands événements d'importance majeure, ou je ne sais plus comment on dit exactement, mais qui implique de les diffuser en clair. Parmi ces grands événements possibles, il y a évidemment le championnat de France de football. Il a été historiquement choisi de ne pas le déclarer, de ne pas en faire un événement à diffuser en clair, en tout cas pour toute sa durée, ni même sur ces derniers matchs, puisqu'il n'y a pas de système, il n'y a pas de play-off. On sait très bien pourquoi. Il s'agissait de garantir en réalité une source de revenus à une chaîne par abonnement. Aujourd'hui, les chaînes par abonnement se multiplient et d'une certaine façon, l'inflation des droits sportifs repose sur ce système d'abonnement. Qu'est-ce qui se passerait si nous, État, régulateurs par le Parlement ou le gouvernement, nous décidions de rendre ces événements sportifs à diffuser en clair obligatoirement? Est-ce qu'il y aurait une involution, un effondrement des droits sportifs? Est-ce que ce serait préjudiciable à la Fédération française de football, par exemple? Est-ce que vous pensez que ça vous permettrait de mettre le pied sur quand même un terrain qui est le sport le plus populaire de France? Et qui a donc vraisemblablement une vocation à être diffusée sur le service public. Et puis une deuxième question, puisqu'on voulait parler d'économie, et je remercie vraiment beaucoup le président de me laisser la parole plus que d'habitude. Le seul député présent, je suis obligé de le dire, si on ne voit pas la caméra, mais je veux quand même signaler que ce matin, les députés ne sont pas rejoints, mais ils arriveront tout à l'heure. Nos collègues sont aussi pris par la niche parlementaire LR et ils ont de très bonnes raisons d'y rester. Les sujets sont graves. Je voudrais, puisqu'on cherche quand même quelques gisements d'économie, je voudrais savoir quels ont été les... Est-ce que vous pouvez revenir un instant sur les investissements qui sont faits ou prévus pour l'UHD, la ultra haute définition? Parce que je vous avoue que je suis un petit peu sceptique quant au fait qu'on arrive à un tel niveau de précision dans l'image qu'en réalité, le seul gain est de voir, si vous me permettez, les poils de la balle à Roland-Garros. Peut-être que ça n'est pas prioritaire et qu'on arriverait à faire mieux autrement. Merci. Merci, monsieur le député, pour vos questions. Alors, je vais répondre rapidement à la seconde. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je pense qu'à un moment donné, parce que plus vous augmentez la qualité, plus vous augmentez les coûts, parce qu'il faut avoir de nouvelles caméras. Les tuyaux de transmission qui coûtent très cher doivent être bien évidemment plus gros, et qu'à un moment donné, il n'y a pas de bénéfice pour l'utilisateur. Donc ça n'a pas forcément de sens. Et donc, alors, UHD, 4K et à 8K, il y en a dans tous les sens. Je pense que cette course doit s'arrêter. Et nous, on est en phase d'arrêt de ce côté-là. Donc, on partage entièrement votre point de vue. C'est une manière, je ne sais pas si c'est de faire des économies, mais en tout cas, faire moins de dépenses. Première question, le foot français. Vraie et belle question. Alors, la diffusion des matchs de championnat, c'est quelque chose qui est arrivé, je parle en direct, avec les chaînes de télévision payantes. Il faut revenir premier pas de Canal+, qui le premier... Alors on remonte à loin, parce qu'à l'époque, on avait peur de diffuser les matchs de foot parce que ça allait vider les stades. Alors, la pratique a montré que c'était l'inverse. Mais il y a toute une économie, pas qu'en France, hein, ça s'est passé partout en Europe. L'Angleterre est un autre exemple, que les chaînes payantes diffusaient les matchs de football en direct, et les chaînes gratuites, généralement, faisaient des résumés, la BBC a le sien, TF1 à Téléfoot, etc., etc. Le prix des droits est arrivé à un niveau tel qu'il n'est pas possible pour une chaîne en clair, privée
ou public de financer tout ou partie de ces droits, parce qu'on parle de centaines de millions d'euros. Et on parlait de nos chiffres. Aujourd'hui, la question est de savoir, est-ce que si on met la Ligue 1 sur la liste des événements majeurs, ça va changer quelque chose? Moi, je pense que c'est sûr, ça va effondrer le prix des droits. Parce qu'en plus, tous les matchs ne sont pas capables de générer de fortes audiences. Alors, bien sûr, on parle d'un PSG Marseille, ça d'accord, mais il n'y a pas des PSG Marseille à chaque journée de championnat. Beaucoup de matchs ne seraient pas forcément diffusés sur les chaînes principales, ils seraient diffusés sur des chaînes de la TNT. Et à la fin, l'argent que les chaînes en clair pourraient y investir serait beaucoup trop faible. Donc moi, je ne le recommande pas. Je serais ravi de diffuser un PSG Marseille si c'est possible, mais je pense qu'on n'est pas capable de générer de la valeur comme les chaînes payantes peuvent le faire. La crise du football français, de la Ligue 1 précisément, est une crise structurelle où ils doivent retrouver un partenaire puissant qui est capable, comme ils l'ont fait pendant de nombreuses années, mais après, bon, tout le monde connaît l'histoire, de retrouver un partenariat qui va les faire grandir et grandir avec eux. Pour l'instant, ils ont fait un choix, qui est un choix très courageux de créer leur chaîne. Ils ont déjà eu des résultats très significatifs en nombre d'abonnés. Je crois qu'ils ont dépassé le million. Les chiffres ne sont pas publics, mais maintenant, ils doivent aller vers les 2 millions s'ils veulent générer des recettes suffisantes pour le football français. Donc, les rendre accessibles en gratuit ne réglera pas du tout leurs problèmes financiers. D'accord. Non, mais étant entendu qu'on n'en a pas parlé, mais que pour celles et ceux qui nous écoutent, la taxe Buffet, du nom de la ministre des Sports de l'époque, il faut le préciser à ce stade du débat, permet en gros sur les droits sportifs de percevoir une taxe qui permet de financer le sport amateur, c'est le sport professionnel, avec des droits sportifs importants qui permettent de financer le sport amateur. Il y a des débats aussi sur cette taxe, parce qu'avec les évolutions des usages et des plateformes, ça pose aussi la question du rendement de cette taxe qui baisse d'année en année, qui permet moins de financer le sport amateur. Enfin, c'est un autre sujet qu'on pourrait explorer dans un autre cadre. Monsieur le rapporteur avait une dernière question, je crois. Absolument, merci Monsieur le Président. Je m'interrogeais, est-ce que l'émission L'Anneau fait partie de la direction des sports ou c'est pas du tout votre domaine? Pas du tout. Pas du tout notre domaine. Non, c'est à la direction des divertissements, des jeux et divertissements. C'est dommage. Vous la poserez à quelqu'un d'autre, monsieur le rapporteur. C'est le présentateur qui vous fait penser que c'est la direction des sports parce que c'est Laurent Louillard. Et c'est une émission assez sportive. Bon, on en reparlera oui, c'est vrai. D'un autre sujet. Mais c'est pas nous qui en avons la charge. Est-ce qu'on a juste le chiffre de l'évolution des droits sportifs? Ça, c'est pas le secret des affaires, mais en France, l'évolution des droits sportifs, est-ce que c'est une explosion ces dernières années? Alors, on sait que les droits du championnat de France de foot, voilà, mais on en est où là dans l'augmentation des droits sportifs? Le droit majeur, c'était la Ligue 1, qui était à plusieurs centaines de millions d'euros, qui est monté, je crois, à l'époque de Mediapro, un potentiel de 800 millions, enfin au total. Et voilà, donc on a approché du milliard. Donc là, il va falloir voir combien génère en plus de la somme qui est payée par beIN la chaîne Ligue 1. Donc je pense qu'ils communiqueront. Après, le plus beau ou le plus gros, excusez-moi, c'est pas le plus beau, mais c'est le plus gros en argent droit, c'est la Champions League. Il y a des sommes très significatives qui sont investies par le groupe Canal, qui reviennent d'ailleurs au club français. C'est d'ailleurs l'enjeu des clubs français aujourd'hui, c'est de se qualifier en Champions League parce que ça change énormément de choses dans leur compte de résultats. Les autres compétitions aussi, mais moins. Coupe du monde de foot, oui. Qui est un droit très premium. Donc attendez, alors c'est vrai que je me perds dans votre question. Non, mais la question, c'est est-ce que finalement les droits sportifs, c'est un yo-yo, quoi, les droits sportifs? En fait, ça évolue en fonction des droits du championnat de France de foot. Voilà. Okay. Ça a baissé à cause des droits du championnat de France. Très clair. Et est-ce que, peut-être une dernière question de ma part, est-ce qu'il y a un sport qui n'a jamais été diffusé sur l'audiovisuel public, en l'occurrence sur France Télévisions, et que vous aimeriez montrer aux Français? Ne me demandez pas ça. Moi, je veux diffuser tous les sports. Non, mais vous ne vous rendez pas compte. Est-ce qu'il y a un sport que vous aimeriez? C'est compliqué, c'est difficile à... Voilà. Pardon? Monsieur Saint-Toul dit... le curling, on va en diffuser. Là, vous en allez avoir pendant 15 jours le curling. Est-ce qu'il y a un sport
où vous dites c'est la mission du service public, on n'a pas encore réussi à le diffuser, il faut qu'on travaille dessus. Le basket, moi j'ai envie de travailler sur le basket pour voir si on peut aider. On en a diffusé, je ne suis pas en train de dire ça. Après, il y a tout un tas de nouveaux sports. On s'intéresse à des nouvelles formes de sport pour préparer le futur. Je ne dis pas que je veux absolument les diffuser, mais vous savez, on avait fait une petite opération avec le GP Explorer. Vous savez, c'est pas vraiment un sport, c'est un format un petit peu hybride, mais dans lesquels les jeunes se retrouvent. On a essayé très récemment avec la Kings League, qui est une format encore nouveau de football. C'est aussi notre rôle d'aller défricher. Moi, je vois chaque événement sportif comme, je dirais, un potentiel de développement. Et d'une certaine manière, et je dis vraiment pas ça pour faire le malin, mais notre rôle à la direction des sports, c'est d'être au service du sport français. Et on fait attention à ça. Et on va se battre parce qu'il y a toujours des arbitrages pour obtenir des créneaux de diffusion sur France 2, France 3, principalement, parce que c'est logique. Il y a des programmateurs dans le métier et sont faire des choix. Et France Télévisions a d'autres missions que le sport à faire. Mais sachez qu'à chaque opportunité, on la présente, on a un débat. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Monsieur le rapporteur avait une dernière question. Deux dernières, si vous le permettez, Monsieur le Président. Et cette avant-dernière question me permettra aussi de prendre un peu de recul. Je regardais les chiffres transmis par l'ARCOM, notamment sur l'année 2023, soit avant l'année des Jeux Olympiques. Et en fait, sur l'ensemble des retransmissions sportives en France, il y en a 71% qui sont le fait de France Télévisions, 16% pour le groupe M6, 9% pour le groupe TF1. Ça semble être important, et en même temps, vous honorez cette mission de service public. Dans les projections que vous pouvez faire avec l'inflation des droits sportifs, est-ce que vous pensez que d'ici 10 ans, par exemple, France Télévisions parviendra à rester à peu près à cette proportion de diffusion d'événements sportifs, ou est-ce que d'ici 10 ans, on sera plus qu'à moins de la moitié, ou même beaucoup moins? Je vais tout faire, tant que je suis en fonction, bien sûr, pour ce chiffre reste. Et TF1 M6, ils sont très événementiels. Donc ils vont sur, on parlait des Coupes du Monde, on parlait des matchs de l'équipe de France, TF1 fait l'Euro, il s'intéresse au rugby maintenant, c'est devenu très puissant le rugby, très fort, c'est un sport qui s'est beaucoup développé. Et donc nous, on est événementiel, mais on est très large, quoi. Et je vais tout faire pour qu'on continue à avoir près de 2/3 des retransmissions sportives. Merci beaucoup. Dernière question. Absolument. Et la dernière question, elle porte plutôt sur le profil des auditeurs, des téléspectateurs des événements sportifs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, notamment parce que l'audiovisuel public a vocation à rassembler tous les Français dans leur diversité. Est-ce qu'il y a un profil type de téléspectateurs d'événements sportifs? J'imagine qu'ils sont peut-être différents en fonction du type de sport qui va être diffusé. Moi, je trouve ça... J'ai cette curiosité-là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors il y a évidemment. Alors la télévision est un média très grand public qui est très regardé, et comme en France, on a aussi beaucoup de personnes qui sont, on va dire, je ne vais pas dire âgées, mais enfin, il y a quand même un volume très important. On est très content. L'âge moyen est toujours assez élevé. Élément intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'événements sportifs, peut-être plus qu'on pense, qui ont un profil mixte, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes. On parle des Jeux Olympiques, on parle de Roland-Garros, c'est un sport très, très mixte. Il y a des sports qui ont des profils très jeunes. Le football, par exemple, c'est un profil très jeune. Le rugby, c'est un profil assez jeune. Et pour nous, ce sont des programmes qui nous permettent de faire revenir des jeunes devant la télévision. Vous avez, alors quand on fait le GP Explorer, on a un profil qui est extrêmement, extrêmement jeune. Le patinage, c'est un peu plus âgé, mais dans nos études qu'on vient de faire, il y a une étude qu'on vient de faire auprès des jeunes publics, il est très attendu par un public jeune féminin. Donc il y a plein de profils différents en fonction des sports. Le Tour de France ou le cyclisme a un profil un petit peu plus âgé, mais c'est aussi parce qu'il est beaucoup diffusé en semaine. Et en semaine, les jeunes, les actifs, ils sont aussi moins devant leur télévision. Je vous remercie pour ces réponses approfondies, et on a bien compris que l'année 2026 allait être une année sportive pour France Télévisions. Droits sportifs, nouvelle chaîne digitale, Jeux Olympiques, et je crois que je peux parler en nom du rapporteur et des députés présents, que nous considérons que le sport doit rester un pilier de France Télévisions, et que nous pouvons regretter que dans les choix difficiles qui ont été faits, alors en raison d'une baisse des crédits qui ont été actés par
par l'État et une baisse de 30 millions d'euros dans le budget actuel, dans la copie finale du gouvernement. Et nous souhaitons, enfin en tout cas je le dis comme président, que le sport ne soit pas impacté par ces décisions budgétaires, parce qu'il joue un rôle majeur dans notre pays de ferment d'unité, de rassemblement. Et à travers vous, je voudrais remercier l'ensemble des salariés qui permettent de faire vivre le sport sur France Télévisions et d'offrir aux Français ces moments de communion collective. Merci à vous trois d'avoir répondu à nos questions. Et j'indique que je suspends pour quelques minutes et que nous nous retrouvons à 10h30 dans cette salle.